Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Verhoeven de l'Université de Louvain en Belgique et pour la session qui vient, nous allons avoir Maryse Potvin d'abord, qui nous vient de l'Université du Québec à Montréal, membre cofondatrice du RIED, bien connue ici, donc je ne sais pas si je dois encore la présenter, mais donc Maryse a réalisé de nombreux travaux sur les politiques éducatives antiracistes, multiculturelles, interculturelles, inclusives, sur les rapports ethniques en éducation en particulier. Alors, le point commun de la session est d'aborder, au fond, il me semble, la question du pouvoir, de l'importance symbolique du choix des mots. Et donc, je pense que c'est toute la question de comment travailler sur les vocabulaires dans les cours et les activités d'enseignement qui nous occupe aujourd'hui, puisque ce choix des mots n'est jamais neutre, nommer ou ne pas nommer la différence. On a déjà d'ailleurs un petit peu abordé cette question hier après-midi pour le peu que j'ai pu en suivre malheureusement. Donc voilà. Bien, merci beaucoup Marie. Je vais commencer tout de suite. Je n'ai pas de PowerPoint. J'ai préféré ne pas le présenter parce que c'est surtout des notes pour moi, donc c'est très difficile à suivre. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un contexte spécifique, un débat spécifique qui a eu lieu dans les derniers mois, en fait, depuis 2019, donc 2019-2020. 3 cas qui se sont produits donc dans les universités québécoises. Et j'ai décidé de construire en fait des outils pédagogiques à partir de ces cas pour le séminaire que je donne à l'automne prochain sur le racisme avec les enseignants et futurs enseignants. Et donc, je vais tester un ensemble de cas et je mène avec justement Stéphanie Tremblay un projet multidisciplinaire sur racisme, radicalisation au Québec. Et c'est une cartographie, en fait, des discours sociaux dans, par, sur et à travers les médias. Et donc, il y a plusieurs types d'interlocuteurs ou d'interactants à travers ça. Donc, il y a des discours d'opinion, de chroniqueurs, etc. et de citoyens, mais c'est surtout sur 5 types de débats récents, notamment un débat dont vous avez peut-être entendu parler sur le racisme systémique et la terminologie utilisée qui est refusée donc par certains politiciens, notamment par le premier ministre qui refuse d'adopter ce terme. L'objectif, en fait, des études de cas pour les cours, donc les études comme outil pédagogique, c'est d'amener les étudiants à analyser à partir d'un corpus d'articles et de débats ou événements dans l'actualité, d'essayer d'appliquer une approche ou une analyse ou une perspective antiraciste et inclusive, donc en mobilisant certains concepts de cette approche, donc de partir de situations réelles, de porter un regard sur les concepts et de faire ensuite de construire des projets pédagogiques. On a créé une espèce de concours étudiant à l'Observatoire au Québec où doivent travailler en équipe sur des projets pédagogiques ou des situations d'apprentissage et l'expérimenter autour notamment des 2 finalités de l'approche dite inclusive qu'on a construit à travers des groupes de travail de l'Observatoire. Donc, la finalité de prise en compte des expériences et réalités des jeunes issus des minorités racisées et de tous, mais en particulier des jeunes issus des minorités racisées dans une perspective plus antiraciste et le vivre ensemble, donc comment préparer les élèves à vivre ensemble dans une société de justice plus juste, plus pluraliste et plus juste. Donc, l'objectif aussi de ces études de cas, et ce que je vais faire ici, c'est de réfléchir aux lignes de tension qui se dégagent de ces cas, de dégager les points de vue différents, d'appliquer les concepts, mais aussi de réfléchir sur les savoirs et les savoirs agir à enseigner finalement autour de ces enjeux de l'actualité qu'on peut appeler questions vives ou questions sensibles. Donc, et ça fait partie donc du mandat de l'enseignant. En particulier, il y a un article, l'article 22 de la loi sur l'instruction publique, qui dit que le devoir de tout enseignant est, entre autres, de faire connaître et respecter les droits et libertés à chaque élève et donc de préparer, d'assurer le plein épanouissement de toutes les personnalités de chaque élève. Donc, les 3 cas en question, c'est des cas qui ont porté sur la liberté académique, en fait, mais qui nous révèlent, en fait, des lignes multiples, des lignes de tension multiples
qui sont repérables dans les réactions, les cadrages, les angles d'interprétation qu'on retrouve dans les débats. J'essaie de faire réfléchir aussi pourquoi c'est des questions qui sont sensibles ou socialement vives, pourquoi, comment on peut adopter une perspective ou des principes inclusifs et antiracistes, notamment autour de 2 concepts, celui de l'injustice épistémique et celui de la reconnaissance. Donc, quelle approche antiraciste on peut développer autour de ces concepts et quel projet pédagogique on peut développer. Parmi le premier regard ou type de lecture, c'est celui, la lecture politique, disons, liée au rapport ethnique, qui se dégage notamment la plupart du temps de ces lignes de tension et de ces débats publics, donc les rapports inégaux de pouvoir au Québec et la complexité de ces rapports, puisque entre autres, les francophones sont à la fois une majorité fragile ou une minorité qui est passée récemment au statut de majorité. Et donc, il y a toutes sortes de formes de lutte pour la reconnaissance qui est ressentie et qui fait partie de ces réactions qu'on voit dans les débats. Et donc, une lecture des polarisations, notamment autour, comme on va le voir, du texte de Vallière, Vincent Vallière, qui était un militant du Front de libération du Québec dans les années 60 et 70. Donc, les 3 cas sont liés, entre autres, à l'œuvre de Vallière qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique » que Sivan a présenté hier, notamment. Et est-ce qu'il faut nommer ou pas nommer, donc, les processus d'exclusion en utilisant donc ce terme qui a été contesté par des étudiants. La ligne de tension 2 porte plutôt sur les droits et les limites aux libertés. Donc, dans le cas d'Ottawa en particulier que je vais mentionner, qui va servir d'étude de cas, comment on peut distinguer ou amener les étudiants à distinguer ce qui peut heurter, comment on peut critiquer, comment on peut ébranler des convictions et enseigner sur certains types de savoirs historiques et sociologiques, versus interdire de discriminer ou de dénigrer ou de tenir des propos haineux, parce qu'il semble que c'est parfois un peu méconnu, les droits et libertés, les limites et l'équilibre des droits et libertés et les limites aux droits et libertés. Et la ligne de tension numéro 3, quelles sont les conditions donc de création, de circulation, de transmission des savoirs dans l'enseignement, comment il y a une place très réduite des sciences sociales et des questions de droit en éducation dans la formation des enseignants et à l'école. Comme on sait, il y en a peut-être même plus à l'école que dans la formation des enseignants. Et ça pose quand même des questions autour de les habilités, les savoirs-agir, comment savoir agir en contexte, comment développer donc une posture à la fois critique, réflexive sur ces savoirs. Et donc, comment gérer le dissensus et amener les élèves aussi à la transformation sociale. Et je pense que l'exemple du mot en N ou du commençant par N, qu'on ne peut plus nommer en fait dans l'espace public pratiquement. Donc, depuis ce débat au Québec, il y a beaucoup de réticence à l'utiliser. Est-ce qu'on doit nommer? Est-ce qu'il faut le nommer? Qui peut le nommer? Donc, l'exemple de Sivan hier sur I am not your Negro et Nègre blanc d'Amérique. Donc, l'approche antiraciste, peut-être pour simplement situer donc, l'approche antiraciste, c'est d'abord, il y a un postulat de base dans l'approche antiraciste, c'est d'abord une lecture fondée sur les rapports de pouvoir et de domination qui sont producteurs de discrimination et d'inégalités matérielles et idéales dans la société, tout comme le sexisme, le classisme, l'homophobie et d'autres marqueurs de différenciation sociale. Et donc, comprendre ces rapports inégaux de pouvoir et la construction des catégories et des frontières qui se produisent entre les groupes autour de ces catégorisations et autour de ces identités qui se construisent à travers le rapport de nomination, ça fait partie donc des enseignements en sociologie, de l'éducation, mais en sociologie des rapports ethniques en particulier, du racisme. Et la transformation l'approche antiraciste se préoccupe de la transformation des facteurs systémiques qui génèrent ces inégalités, ces discriminations. Et donc, ça passe par une conscientisation et une transformation sociale pour reprendre en particulier Paulo Freire. Donc, une pédagogie antiraciste
préconise une lecture critique des rapports historiques de domination, des rapports actuels de domination entre les groupes et des aspects systémiques de la discrimination, que ce soit les microagressions, les pratiques de discrimination indirecte ou les processus de discrimination indirecte, et qui crée un effet de système finalement avec des mentalités et des pratiques qui se veulent neutres mais qui ont des effets préjudiciables. Donc, il s'agit de transformer, de conscientiser, de transformer. Faut questionner les structures, il faut aller dans un questionnement qui est beaucoup plus approfondi peut-être, et la notion d'injustice épistémique, ce sont des concepts qui peuvent être intéressants donc pour comprendre ces processus de construction sociale en vue d'atteindre des pratiques plus équitables, plus égalitaires, transformer des attitudes, des comportements, créer un empowerment ou une capacité d'agir, une agentivité chez les élèves, notamment par la voix des élèves, donc laisser la place aux élèves. Donc, les cas médiatisés, je vais faire une histoire courte. En 2020, donc, des professeurs ont utilisé le livre Nègre blanc d'Amérique dans un cours à l'Université Concordia en 2019, qui a créé tout un émoi. Ça a commencé donc par cette université. Et donc, certains étudiants se sont plaints que le prof ne pouvait pas utiliser le mot en N, donc le mot qui commence par N, parce que c'est trop lourd historiquement et donc ça crée un préjudice sur les élèves, sur les étudiants, pardon. Et donc, l'enseignante qui était Catherine Roussel, qui donnait un cours de cinéma qui a présenté l'œuvre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, donc a été contestée. En fait, après les événements de George Floyd aux États-Unis, il y a eu une pétition contre cette prof-là, mais comme 1 an plus tard, pour qu'elle retire de son cours toute l'œuvre de Pierre Vallière, donc, et l'utilisation du mot en N. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, dans l'œuvre de Pierre Vallière, c'est que c'est une œuvre de littérature postcoloniale, d'une certaine façon, dans le contexte des années 60-70. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Donc, c'est une des lignes d'analyse qui est importante aussi à exercer avec nos étudiants. Ensuite, il y a eu un autre cas à Ottawa. Donc, ça a été très, très médiatisé. Une professeure francophone aussi qui avait témoigné, qui avait utilisé cette œuvre et ce mot en N, donc en littérature, et qui avait comparé, qui parlait de la construction identitaire des groupes minorisés et l'appropriation des mots finalement de la domination imposée par le dominant pour sortir de cette domination-là, donc la réappropriation de ces mots-là dans le courant de la négritude, etc. Et donc, ça a été jugé offensant par une étudiante. Mais l'étudiante en question je fais une histoire courte, a déposé une plainte auprès de l'université. Elle avait aussi diffusé les coordonnées personnelles de l'enseignante sur Twitter, donc sur les médias sociaux. Et le recteur de l'université met à pied l'enseignante en question, qui n'a pas pu apparemment donner sa version. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui était fautif. Est-ce que c'est la façon dont elle a enseigné, qu'elle a utilisé ce terme-là? Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas d'intention négative ou dénigrante à l'égard des étudiants. Donc, l'étudiante a dénoncé donc à des fins politiques probablement ou pour sortir le débat de l'université et en faire un débat public. Et il y a eu le même phénomène à McGill. C'est 3 universités anglophones, 2 au Québec, une en Ontario, l'Ottawa, avec des profs francophones, des femmes, qui utilisent des œuvres québécoises, donc les 2 fois des œuvres de Pierre Vallière, qui sont aujourd'hui peut-être pas tellement, qu'il faut contextualiser, évidemment, dans le contexte de l'époque, mais qui réfèrent à des œuvres un peu mythiques et qui a suscité donc beaucoup de réactions. Il y a eu des pétitions, donc les étudiants ont rédigé des pétitions appuyées par des enseignants pour dire que ce mot était heurtant. D'autres enseignants, au contraire, ont voulu répliquer en disant qu'il y avait une liberté d'académique ou de pouvoir utiliser ces termes-là. Et donc, il y a eu, selon les gens qui refusent qu'on utilise ce mot, il y avait une faute qui avait été commise parce que cette personne est jugée raciste parce qu'elle utilisait, donc je cite une citation
de la pétition en question, qui a été signée par des professeurs, donc comme étant raciste pour l'avoir utilisé compte tenu de l'histoire du vocable. Et donc, seules les personnes racisées peuvent utiliser le mot nègre, finalement, dans la conception, donc, des signataires de la pétition. Et donc, même ceux qui ont lu Césaire, Senghor, etc., ne peuvent pas l'utiliser. Donc, et le recteur de l'Université d'Ottawa, jugé sévèrement, donc, lui aussi a approuvé donc, cette version, a dit les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une microagression. Et donc, selon les défenseurs de cette version, la seule solution, c'est que les gens qui ne sont pas de la communauté noire cessent de l'utiliser. Là, il y a eu des réactions politiques assez importantes. Donc, le premier ministre du Québec, la ministre de l'Éducation a dit qu'elle trouvait ça malheureux, que c'était la liberté d'expression et académique qui était en question, que le mécanisme elle a suggéré que des mécanismes soient appliqués, une politique dans les universités, mais l'Université de Concordia a appliqué une politique intéressante en mobilisant notamment les étudiants qui se sentaient lésés, en leur donnant la voix et en leur demandant de trouver des réponses pour assurer une meilleure façon de fonctionner dans ce type de cours et comment on peut les utiliser, etc. Donc, elle a mis à contribution les étudiants. Donc, il y a aussi des éléments qui sont ressortis, une espèce d'unanimisme discursif, puisque tous les partis au Québec se sont prononcés en faveur de la liberté académique et de la liberté d'opinion. Le premier ministre parlait de la police, de la censure, la vice-première ministre, depuis quand insulter des professeurs parce qu'ils sont francophones, fait avancer la lutte contre le racisme. Donc, ils se sont appropriés, évidemment, à des fins disons, néo-nationalistes, ce débat-là pour défendre une forme d'identité, donc l'identité québécoise qui se sentait attaquée. La démocratie a été attaquée. Certains ont dit on a le droit au désaccord, etc. Donc, pourquoi c'est une question vive? Donc, c'est la question que je pose à mes étudiants que je vais poser à mes étudiants lorsqu'ils vont lire les textes de l'actualité. C'est que d'abord, ça touche évidemment aux valeurs et aux représentations sociales, on le sait, mais ça touche aussi aux rapports de pouvoir et d'oppression qui témoignent dont témoigne l'actualité, le fait de reconnaître ou ne pas reconnaître le racisme. Il y a des raisons aussi peut-être de frilosité historique chez le groupe francophone au Québec, et ça, c'est reconnu. Là, on en parle beaucoup ici. Donc, c'est une question vive parce que c'est très médiatisé, parce que ça suscite des débats, il y a un traitement médiatique, ça crée des conflits, c'est controversé. Et souvent, c'est fondé sur un manque de connaissances historiques ou politiques ou juridiques qui confrontent donc ces différentes valeurs. Dans le contexte actuel, évidemment, il y a des sujets qui sont plus polarisants que d'autres parce qu'on est dans une période où il y a une explosion de la communication publique à travers les médias sociaux. Et là, ça change un peu, ça crée une situation parfois de crise plus importante parce que, évidemment, comme on le voit, les médias sociaux libèrent la parole des individus, permet cette parole, ça donne peut-être l'illusion de la capacité à intervenir dans l'espace public qui est augmentée, que la parole est davantage considérée, etc. Et donc, une appropriation parfois peut-être qui peut affecter grandement donc les droits et libertés. Et donc il y a plusieurs éléments qui font en sorte que la science est remise en question, l'univers de l'opinion prédomine, les balises, il y a une faible compréhension des droits et libertés qui s'ajoutent à tout ça. Donc, les questions peuvent heurter collectivement dans l'expérience personnelle, mais l'expérience personnelle est toujours positionnée dans les rapports sociaux et donc souvent identité personnelle et lutte sociale sont liées dans des formes de revendication de reconnaissance et des luttes de reconnaissance qui amènent évidemment à contester les normes majoritaires de façon tout à fait légitime, à déconstruire les cadres dominants, qui reproduisent des injustices de toutes parts. Donc, le regard, si on regarde la ligne de tension 1, si on regarde la ligne de tension politique, et c'est ce que j'amène mes étudiants à faire, c'est
qu'est-ce qui est au centre, quels sont les 2 points de vue ou 3 points de vue qui se dégagent. Il y a des points de vue francophones et il y a un point de vue des minorités racisées qui veulent refuser de l'utilisation de ce terme. Mais dans les 2 points de vue, il y a des formes de reconnaissance derrière qui montrent la complexité des rapports de pouvoir et les mythes collectifs. Vallière, donc, l'œuvre de Vallière, qui était un membre du Front de libération du Québec dans les années 60, qui a écrit en prison ce livre-là, s'était inspiré de l'œuvre de Carmichael et Hamilton, qui s'appelle Black Power, qui est sortie en 67, pour décrire, en fait, ils avaient décrit le racisme institutionnel dans cet ouvrage. Et donc, ça reposait sur un constat que les situations et les personnes ne sont pas toujours racistes, mais que les Noirs aux États-Unis continuent d'être ségrégés, discriminés dans l'accès au logement, à l'éducation, en l'emploi, en santé, la police, la justice, etc., et que ça se perpétue comme un mécanisme qui joue sans acteurs, plus ou moins, ou par une articulation de processus. Et donc, ce concept, d'ailleurs, a été repris par la jurisprudence canadienne qui est passée de la discrimination directe à indirecte à systémique et est reconnue, donc, juridiquement. Et dans le contexte de l'époque, cette œuvre-là faisait écho à d'autres œuvres comme Speak White de Michel Lalonde, qui est un poème célèbre au Québec, etc. Et donc, à la même époque aussi, il y a eu une vaste commission d'enquête canadienne qu'on a appelée sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui avait montré pour la première fois le racisme systémique vécu par les francophones à cette époque, c'est-à-dire que les francophones connaissaient le plus grand écart économique avec les anglophones au Québec et à Montréal en particulier, donc étaient considérés comme les plus pauvres au Canada dans le contexte de l'époque. Donc, ces écarts avaient été documentés statistiquement dans ce contexte-là. Et donc, le néo-nationalisme québécois, qui est un nationalisme de minoritaire, disons, a vécu longtemps sur un grand récit, un principe d'espérance, un mouvement progressiste dans ces années-là, et donc luttait et reprenait des expressions d'autres mouvements de libération, comme Black Power et Black Panthers, dans le contexte américain, pour unir un peu les oppressions entre elles dans une vision commune. Et donc, s'inspirait de ces œuvres-là. Ça a été, donc, c'est un peu paradoxal, donc c'est peut-être une méconnaissance aussi de cette époque-là qui a fait en sorte que ça a été aussi critiqué et aussi aussi remis en question. Et donc, il y a eu chez les francophones récemment ce changement de paradigme dans le passage de minoritaire à majoritaire à travers la loi 101 dans les années 70. Et donc, il y a une forme de sentiment, donc, importante de ne pas être pleinement majoritaire et de ne pas être pleinement reconnu ni par le Canada comme étant une nation, on en parlait justement hier, là, c'est dans l'actualité, mais ni reconnu comme un groupe légitime aux yeux de certaines populations minoritaires. Et il y a en ce moment une absence de parti politique qui est capable de canaliser ce fameux mouvement néo-nationaliste qui a connu des échecs référendaires à travers le temps et des échecs constitutionnels. Ce qui fait qu'il y a une multiplication de groupes populistes et ultranationalistes qui sont nés dans les dernières années au gré des crises et des périodes d'anomie politique, on pourrait appeler, qui construit une image extrêmement raciste du souverainisme et du néo-nationalisme québécois en ce moment, je pense, dans l'espace public. Donc, il y a tout cet arrière-plan qui est intéressant à analyser donc avec les étudiants pour comprendre donc comment les rapports et les luttes de reconnaissance peuvent s'entremêler dans le cas québécois en particulier lorsque des débats publics de cet ordre-là et donc la concurrence de discours victimaires des gens qui sont sans pouvoir, des groupes populistes très forts dans les régions, notamment plus forts dans les régions un peu plus
isolés du Québec, montre qu'il y a un sentiment de pas d'être laissé pour compte du politique, bon, etc. Et donc, ces voix-là, comment les traiter, comment les aborder dans une perspective antiraciste autour de ces événements-là. De plus, disons que le racisme a toujours été un sujet tabou au Québec. L'accusation de racisme est souvent venue de façon récurrente du Canada anglais pour notamment refuser de reconnaître la nation québécoise ou le peuple québécois et donc pour dénigrer certaines revendications de reconnaissance. Et ça, c'est vrai depuis les années 50, 60, 70. Et donc, la peur d'être accusé de racisme est très présente dans les débats publics et pour chaque gouvernement, on le voit, parce que c'est aussi une peur de ne pas bien intégrer les gens issus de l'immigration. Ça serait un échec du modèle québécois qui cherche à se construire et donc de cette majorité fragile qui a lui-même été donc minoré et conquis au cours de son histoire. Donc, le point de vue de la reconnaissance est intéressant. Là, je reprends en net, je vais aller très rapidement parce que je pense que je n'aurai pas assez de temps. Est-ce que tu pourrais tenter de conclure parce que tu as déjà dépassé ton temps de plusieurs minutes. Mon Dieu, OK, bon, excusez-moi. Et donc, peut-être simplement dire que d'un autre point de vue, et là, je vais être obligée de conclure là-dessus, il y a le concept d'injustice épistémique qui est très intéressant aussi, puisque l'oppression épistémique réfère à l'exclusion d'une personne dans la production et dans l'expression des savoirs et du sens. Et donc, l'injustice épistémique empêche un groupe qui est opprimé de rendre compte de sa situation parce que il vit une injustice testimoniale, c'est-à-dire un déficit de crédibilité, et une injustice herméneutique, c'est-à-dire un déficit d'intelligibilité, donc ne pas être cru et ne pas être entendu, ne pas être compris d'autre part. Donc, ça crée évidemment des luttes de reconnaissance qui fait que, du fait de l'occultation des réalités, des expériences, des personnes qui veulent lutter pour une reconnaissance en termes d'estime de soi collective, si on veut. Et donc, ça mine l'agentivité des personnes ou la capacité d'agir et de donner sens en termes de participation à l'échange et à l'élaboration des connaissances et en termes d'agentivité donc sociale, de participation égalitaire à la délibération publique dans les contextes pluralistes. Et donc, cet exemple, en fait, là, je vais conclure là-dessus. Malheureusement, j'avais beaucoup d'autres choses sur la notion du droit, la lecture par le droit de ces événements-là. Est-ce qu'il y a eu faute? Est-ce qu'il y a eu discrimination? Je ne peux pas en parler, malheureusement, mais la lecture politique permet de voir, selon les points de vue et lorsqu'on applique différents concepts plus critiques ou propres à l'éducation, à l'approche antiraciste, qu'est-ce qui est contesté? Est-ce que la liberté de parole n'est pas le fait, ou la liberté d'expression est un pouvoir et n'est pas distribuée de façon inégalitaire? Certains en jouissent et d'autres en sont exclus. Donc, est-ce que stratégiquement, et là je reprends Spivak dont j'ai parlé hier, sur le fait que les subalternes ne peuvent pas parler parce qu'ils sont victimes d'une injustice épistémique. Est-ce que le fait d'amener dans le débat public des questions essentialisantes, certes, mais des questions choc, comme le mot en haine, n'est pas une stratégie politique pour ouvrir le débat public et avoir son mot à dire lorsqu'on fait partie d'une minorité racisée. Voilà. Je vais conclure là-dessus. J'ai malheureusement pas fait une grosse partie de la présentation qui portait sur la distinction importante que les enseignants doivent apprendre à faire, je pense, dans leur cours en formation des maîtres. C'est la différence entre le droit de critiquer et la liberté d'expression, mais surtout le droit de heurter comme enseignant parfois, mais en donnant la parole aux groupes minorisés, aux personnes racialisées ou des groupes minorisés, mais ne pas discriminer, qui est complètement différent. Donc, ça permet l'appropriation du concept de discrimination et de la compréhension plus fine des droits et libertés lorsqu'on travaille sur ces questions-là avec les futurs enseignants à partir d'études de cas.